Bonjour les amis. Pardon. Alors, une petite vidéo cartouche de vue du droit. Je dis petite parce que l'actualité est assez chargée et nous allons avoir probablement, si j'arrive au bout, des publications copieuses sur différents sujets. On va parler, ça c'est déjà dans la boîte, il faut que je fasse le montage, on va parler de Kazan. J'ai un entretien avec un invité. On va parler des élections américaines. J'en dirai un mot dans cette petite cartouche. On va parler, enfin, je dis des élections américaines dans l'attente du scrutin, et on en parlera bien évidemment après. Il y a toujours la guerre en Palestine qui est devenue une guerre sans limite assez abominable. On terminera par une petite vidéo à la fin de cette cartouche qui renvoie à la tragédie dans toutes ses dimensions. Euh, Repardon, excusez-moi, j'ai un petit problème de gorge. Et puis on aura normalement une vidéo militaire avec nos deux amis pour un peu faire le point d'une situation dont on nous dit tous les jours qu'elle est épouvantable pour l'Ukraine. L'Ukraine est toujours debout, enfin debout, peut-être claudicante, mais en tout cas pour essayer d'y voir un peu plus clair dans le foisonnement des informations contradictoires de part et d'autre qui nous assaillent. Alors, simplement, cette vidéo, cette cartouche, elle a surtout pour vous donner une information à propos de ces cartouches, justement. La cartouche 43, alors je rappelle hein, que c'est pas le nombre de cartouches qui ont été faites, mais la référence à la semaine dans laquelle elle est publiée, la cartouche 43 a été supprimée autoritairement par YouTube au bout de 3 jours. J'ai reçu un message disant que j'avais enfreint les règles de la communauté. À ma grande surprise, alors j'ai essayé de faire les procédures, j'ai fait appel, demandant des explications, et je sais pas du tout pourquoi est-ce qu'elle a été supprimée. Enfin, je ne savais pas. J'ai maintenant quelques soupçons. Alors, je vous rappelle que toutes les vidéos publiées sur cette chaîne YouTube sont automatiquement également publiées sur la chaîne Odyssée. Alors, je vous invite bien évidemment à vous abonner, à mettre des cœurs, à mettre des pouces, à nous soutenir. Je crois que c'est très important, mais aussi à vous abonner sur la chaîne Odyssée, ce qui est une sécurité et vous permet, bien évidemment, en cas de pépin, de vous rabattre sur cette chaîne Odyssée. Alors, pourquoi est-ce que j'ai été ainsi censuré? Je regardais donc sur Odyssée cette vidéo et je me suis dit, tiens, c'est quand même relativement bénin ce que je raconte, qu'est-ce qui s'est passé? Discours de haine, mise en cause, etc. Et j'ai constaté qu'il y avait probablement un sujet. Alors attention, je n'accuse personne, je n'ai pas eu d'explication de la part de YouTube, mais je pense qu'il y a un sujet particulier qui a dû probablement agacer, c'est que je mettais en cause Monsieur Bernard-Henri Lévy, à partir des déclarations qu'avait faites à l'Assemblée Émeric Caron, montrant un énorme conflit d'intérêts, énorme et ancien, mais j'ai expliqué dans cette vidéo qu'il y avait là des infractions pénales assez importantes sur lesquelles il serait quand même souhaitable d'intervenir. Alors, je me dis que c'est peut-être cette mise en cause qui a provoqué un signalement, des signalements, et abouti à la censure de ma vidéo. Eh bien, écoutez, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur Odyssée et dans les commentaires de me dire ce que vous en pensez. Alors attention, pas de prise à partie personnelle, pas d'injures, etc., parce qu'il ne faut pas donner d'autres prétextes à YouTube pour me faire des misères. Donc, ce petit épisode a un mérite, c'est de rappeler qu'on est toujours en difficulté. J'ai eu une attaque aussi euh, euh, concernant mes ordinateurs, un des deux d'ailleurs, un des deux, j'ai un PC, j'ai un Mac. J'ai eu une attaque. Bon, je suis aidé. J'ai un contrat de sécurité avec un intervenant extérieur. Tout ça a été remis d'équerre très rapidement. Ça n'est pas allé
bien loin. Donc, soutenez-nous, soutenez-moi. Le soutien matériel, j'y reviendrai parce que je crois qu'on est à une inflexion de cette chaîne. La dimension militaire, je l'ai déjà dit, va toujours exister, mais elle sera peut-être moins importante en volume que auparavant. Enfin, ça, vous l'avez déjà noté. Et euh, elle fera place à la dimension juridique et judiciaire, qui est quelque chose de très important dans la crise que connaît l'Occident. Donc, soutenez-nous, n'hésitez pas. Face à ces attaques, c'est un soutien qui peut être matériel. Il est très précieux parce que ça me permet d'avoir des intervenants extérieurs. Ensuite, il est moralement indispensable aussi, hein. Ça peut paraître curieux, mais mener le combat parfois tout seul n'est pas toujours quelque chose de simple. Voilà. Bon, ça c'était pour le petit préalable concernant la censure dont j'ai été l'objet. Alors, j'ai quelques petits thèmes qu'on va examiner rapidement parce qu'on ne va pas perdre les bonnes habitudes qui consistent à dire du mal de tout le monde. On va saluer la décision, semble-t-il, d'Anne Hidalgo de quitter la mairie de Paris, malheureusement seulement à la fin de son mandat. Moi, je pense qu'il devrait partir tout de suite. Et ce serait quand même beaucoup mieux et ça nous éviterait peut-être la formidable ânerie de la campagne concernant les couteaux. Comme on constate, il y a de plus en plus de rixes, pardon, et que ces rixes voient l'usage de couteaux qui ont un caractère létal vu la façon dont ils sont utilisés, eh bien, campagne de Madame Hidalgo, enfin de la mairie de Paris qu'elle dirige, pour dire regardez sur l'écran, les couteaux, ça reste à la maison. Ah oui, ça c'est extraordinaire. Hein, alors, on va utiliser une des formules qu'on entend beaucoup, c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, Madame Hidalgo, mais c'est simplement grotesque. Grotesque. À quand les calaches, ça reste à la maison? À Marseille, ou pas seulement à Marseille d'ailleurs, hein. Le pauvre petit garçon de 5 ans qui a pris une balle dans la tête, il aurait préféré que les calaches restent à la maison. Enfin, les couteaux, ça reste à la maison. Alors c'est sûr que ça va influencer, hein. C'est sûr que, oh là là, hein, ceux qui se trimballent dans les rues avec des couteaux, qui agressent, qui se battent à la première occasion, c'est évident qu'ils vont laisser les couteaux à la maison. Non mais, à ce niveau-là, on finit par avoir des bouffées de désespoir sur la situation de notre pays. Deuxième petite notation, c'est la décision de Madame Yaël Braun-Pivet qui a été réélue à la tête de l'Assemblée nationale. Merci les castors. Alors on m'a dit sur les réseaux, oui, mais non, c'est parce qu'il y a eu des ministres qui étaient donc des missionnaires, hein, qui étaient expéditeurs d'affaires courantes, qui ont voté. Donc non, 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 attendez. Le castorisme, le ralliement du NFP en général et de LFI en particulier au macronisme, qui a fait qu'on a voté, on a appelé à voter, et ensuite on a voté pour les candidats macronistes, madame Borne, monsieur Darmanin, ont été réélus avec les voix de LFI. Je pointe LFI parce que c'est là où l'hypocrisie est la plus considérable. Il y a même un député Renaissance qui s'appelle Cazeneuve, qui a été réélu grâce à ça. Il a remercié, merci NFP, merci LFI, etc. Puis maintenant, il n'y a pas pire que lui pour leur taper dessus. Encore bravo. Donc, 100 députés de plus pour Macron par rapport à ce qui était prévu par toutes les études d'opinion entre le premier et le deuxième tour, eh bien, 100 députés de plus, ça a permis, avec les magouilles internes de l'Assemblée nationale, de réélire Madame Yaël Braun-Pivet. Et qu'est-ce qu'elle a fait là, entre autres, eh bien, elle a interdit l'entrée à l'Assemblée nationale d'un collaborateur parlementaire d'Ercilia Soudé, le jeune Richie Thibault, qui est effectivement quelqu'un d'un peu activiste, c'est le moins qu'on puisse dire, qui a un ancien gilet jaune, qui prend des positions très fortes. Et donc, on a considéré, Madame Yaël Braun-Pivet a considéré, je prends le critère principal,
a considéré que ça mettait en cause, s'il rentrait à l'Assemblée nationale, ça mettait en cause la sécurité de celle-ci parce que il avait pris des positions pro-palestiniennes. Ça a été formulé comme ça. Non, mais c'est incroyable. C'est absolument incroyable. C'est une liberté de conscience, le fait d'être favorable à la cause palestinienne. C'est mon cas. C'est mon cas. Donc, comment peut-on s'arroger un pouvoir de police à l'intérieur de l'Assemblée nationale? Je suis désolé, cette décision est illégale. Le problème, c'est que c'est pas organisé et que il n'y a pas de procédure susceptible de la sanctionner et de la faire annuler. Donc, simplement, c'est de l'arbitraire pur à l'encontre de quelqu'un qui ne pense pas comme Madame Yael Braun-Pivet. Ensuite, alors je vous mets à chaque fois une petite vignette qui permet de situer le débat. Il y a le laxisme. Et pourquoi j'en parle? Parce qu'on va faire un travail approfondi sur cette question. Euh, Migaud, qui n'y connaît rien, caricature du haut fonctionnaire socialiste, qui a été de toutes les gâches, qui a bouffé dans toutes les gamelles, et là, il vient nous dire que non, non, la justice n'est pas laxiste parce que les prisons sont pleines, la belle affaire. Donc quand on dit il y a un laxisme judiciaire, on met en cause les magistrats. Mais c'est une caricature. Je sais que je ne vais pas dans le sens de l'opinion publique en le disant, mais la réponse pénale est ferme aujourd'hui. Alors qu'il puisse y avoir des problèmes, des dysfonctionnements, oui, bien sûr, et il faut essayer de travailler justement pour les surmonter. Et je suis tout à fait prêt à y travailler avec Bruno Retailleau et sur un certain nombre de manquements sur lesquels il peut pointer le doigt. Nous allons y travailler ensemble. La belle affaire. Il y a plein d'autres critères qui démontrent qu'elle est laxiste. D'abord, il n'y a pas assez de place en prison. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a 2 millions d'infractions pénales avec auteur connu par an qui ne sont pas poursuivies, que les parquets refusent de poursuivre. Il y a des stocks d'affaires qui sont anciennes, pour lesquelles la justice n'a pas fait son boulot, la police n'a pas fait son boulot, eh bien, il y a des circulaires disant déstocker, classer sans suite toutes ces affaires qui obéissent à tel critère, qui ont plus de tant de mois de retard. Donc, hop, allez, à la poubelle. Il n'y a pas de laxisme. C'est ça le laxisme. C'est pas le quantum des peines, ou c'est pas le nombre de peines qui sont réellement exécutées. C'est le fait qu'elles ne sont pas poursuivies. Il y a eu une dépénalisation en France. Il y a eu une dépénalisation d'un certain nombre d'infractions prévues dans le code pénal, une dépénalisation de fait, hein. Dans le code de 1810, il y avait le vol de récolte, la grivellerie d'aliments, etc., qui était dans le code, le vagabondage aussi, qui était dans le code pénal. Il y a un nouveau code depuis 1994. Eh bien, on a mis des infractions telles qu'elles pourrissent la vie des gens aujourd'hui et telles qu'elles sont sanctionnables. Eh bien, il y a eu un travail qui a été fait dans la politique judiciaire de ce pays qui fait qu'elles ont été dépénalisées. Le, le cambriolage est quasiment dépénalisé. Les vols de voitures sont quasiment dépénalisés. Les vols de deux roues également. Les agressions qui ne sont pas très violentes sont dépénalisées. Elles sont dépénalisées comment? C'est-à-dire qu'on ne les poursuit pas. On classe sans suite. Moi, je dirais dans cette vidéo, j'ai une expérience personnelle extraordinaire à ce sujet. Extraordinaire. Bien. Donc, ça, c'était pour que Monsieur Migaud. Donc, c'est dans la cartouche parce que j'annonce ce que nous allons faire. Alors, élection américaine. Élection américaine. Euh, j'ai un problème avec la situation aux États-Unis et la façon dont en France, pays colonisé s'il en est, avec cette mentalité de colonisé, on appréhende cette élection. Alors, il y a divers conséquences à cette mentalité de colonisé. Il y a la soumission aux démocrates, la prise de parti pour Kamala Harris. De l'autre côté, mais règle des 80-20, hein, 80%
du système médiatique et pour Kamala Harris, on se demande à quel titre d'ailleurs, parce qu'on n'est pas concerné directement, et 20% est pour Donald Trump. Mais je constate aussi les blocages, à quel point on peut être obtus. C'est-à-dire qu'on va juger les élections américaines au regard de notre propre pratique des élections. On a un droit électoral que j'ai la prétention de ne pas trop mal connaître par expérience euh, et qui n'a rien à voir avec le système qui existe aux États-Unis. C'est la raison pour laquelle, lorsque, en 2020, j'ai constaté avec les dysfonctionnements, avec les irrégularités qui avaient présidé à l'organisation du scrutin, j'ai constaté qu'on était confronté à des fraudes massives et que, je l'ai dit, je me suis fait insulter, traité de complotiste, parce que on ne sait pas comment ça fonctionne. Donc, les failles, on les voit pas, donc on pense que c'est comme chez nous. Non, 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 ce n'est pas comme chez nous. Là, on va rapidement, avant l'élection je crois que c'est le 5, hein, c'est ça, le 5 novembre, c'est le premier mardi de novembre, je pense que c'est le 5, enfin on verra bien, hein, si c'est le 7, le 6, peu importe. Donc voilà, pour ce qui concerne l'annonce de cette vidéo à propos du système politique et électoral aux États-Unis. Voilà. On parlera aussi, alors ça c'est un sujet qui est assez difficile à aborder, on parlera aussi de ce qui se passe en Palestine, de ce qui se passe au Moyen-Orient, les risques de conflagration générale qui existent, les dérives assez effrayantes de l'État israélien qui a déclenché une guerre sans limite. Il y a tous les jours des informations terribles qu'on apprend. Il y a désormais le fait qu'Israël est confronté à un environnement international nécessairement difficile. Depuis sa création, il a toujours eu la supériorité militaire, il ne l'a plus. Alors il s'acharne sur les civils de Gaza. Et en particulier, ce que je supporte assez mal, je ne vous le cache pas, ce que je supporte assez mal, en particulier sur les enfants. Donc, petite vidéo assez bouleversante. Alors, il n'y a pas de violence directe, mais ce que ça raconte, avec cette petite fille qui porte sa sœur sur son dos, qui, qui a perdu sa première dent de lait, il se trouve que j'ai eu pas mal d'enfants, dont des filles, hein, j'en ai eu 4, et donc c'est la première dent qui tombe, c'est en général une incisive du haut, hein, et donc on voit qu'elle a ce trou-là, et elle porte avec un courage et une abnégation et une absence de joie extraordinaire sa petite sœur, qu'on voit ensuite puisqu'elle est transportée en voiture. Bon, je publie cette vidéo, je fais un petit salut à ces deux petites filles en espérant que leur vie s'améliore et qu'elles sortiront le plus vite possible de ce cauchemar. Voilà. Eh bien, écoutez, à très bientôt. كيف حالك؟ ليش هيك حمل اخوك؟ انت عصبني. طيب وين مودياها؟ بدي اروح عرشتنا. وانت مش تعبانه وانت حملها هيك؟ تعبانه ولا لا؟ تعبان ولسه بحملها او مش قادرة. وين رايحه انت هالبيت؟ انا رايحة في المنتزه البريج؟ اه. طب تعال اخذك معايا. يلا اطلع بدي اخذها معايا. بتحبي اختك عشان حملاكي كانت؟ طلع علي. يلا مع السلامة.